C'est clair, si vous voyez qu'on a acheté des hélicoptères de combat avec les Russes, avec des instructeurs, ça veut dire qu'on est dans des discussions. Et je dis, ce n'est pas seulement avec la Russie. Pourquoi on fait même la fixation? On ne parle pas d'autres États. Moi, je ne parlerai pas, mais nous ne sommes pas en discussion qu'avec la Russie. Nous cherchons tous les moyens, tous les États qui peuvent nous aider à sécuriser notre peuple. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Un gouvernement qui ne peut pas sécuriser son peuple ne peut pas être un gouvernement légitime. Je vous dis que l'ancien gouvernement a été rejeté dans la conscience collective parce que pour les Maliens, c'est un gouvernement qui a trahi la mission pour laquelle il a été mis en place. Ils sont venus au pouvoir quand l'insécurité était résiduelle à Kidal. Au bout de 7 ans, l'insécurité a gagné tout le pays. Donc pour les citoyens, ils ont échoué. Et donc quand un nouveau gouvernement s'installe, surtout à la suite d'une insurrection, sa première mission, c'est de se dire, mais que faire pour avoir les moyens d'assurer la sécurité? Si pendant qu'il est en train de s'interroger, son partenaire avec lequel il a signé un accord, par une saute d'humeur ou parce qu'il est mécontent, lui dit, ben moi je pars. Est-ce qu'il doit rester sans rien faire? Je crois que non. Donc Algérie, Maroc, des discussions aussi? Non, vous n'allez pas me faire dire le nom d'un État, mais je sais que nous on est dans des discussions avec tous les amis du Mali. Ce n'est pas seulement pourquoi on ne parle que de la Russie. Pour passer à un volet sécuritaire, donc la présence militaire française, elle est aujourd'hui plus centrée dans le Liptako, Gourma, à côté malien. Pendant ce temps-là, on l'a vu, malheureusement au centre, la situation sécuritaire continue à se dégrader. Elle gagne progressivement le sud. Quel est votre plan pour endiguer la menace terroriste, l'insécurité au centre et puis au sud de votre pays? C'est là où vous répondez à une partie des interrogations du gouvernement malien. Vous venez de décrire que la France a décidé de se concentrer sur le Liptako-Gourma. Nous avons un accord de défense qui n'a pas été remis en cause, en tout cas officiellement. C'est la France qui nous a dit qu'elle a créé Takuba. On ne sait même pas avec qui elle a créé Takuba. Nous avons deux forces négatives au Mali, au Sahel. Vous avez le groupe de soutien à l'islam, qu'on appelle le JNIM. C'est la branche d'Al-Qaïda, qui est la plus dangereuse pour l'État malien, qui est à la base de l'essentiel des attaques. Et vous avez l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, qui est concentré dans la zone des 3 frontières. Donc on peut dire en termes d'attaque que notre adversaire principal c'est Al-Qaïda. La France nous dit, on quitte toute cette zone, on va se concentrer sur la zone des 3 frontières. Ça, c'est pas un abandon en plein vol. C'est-à-dire que notre adversaire principal, pendant qu'on le fait face, pendant qu'il multiplie ses attaques, notre principal allié, en tout cas ce que nous croyons être notre principal allié, nous dit qu'il a décidé lui de partir. Mais comment vous allez sans faire aviser. justement alors au nord? Oui, mais justement, ce qu'on va faire, vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas devant les journalistes que je vais l'exposer. Ça, je crois que vous avez posé la question en étant sûr que vous n'aurez pas la réponse, mais nous sommes en train de chercher des solutions. Dont Wagner? Non, pas forcément. Je vous ai dit que je ne connais pas de Wagner. Wagner, je l'ai vu dans les journaux, je ne connais pas de Wagner. Ça, c'est les journalistes qui l'ont... Enfin, les journalistes et peut-être les hommes politiques français qui l'ont sorti, même les chefs d'État de la CEDEAO, qui en ont parlé dans une résolution. Un groupe de mercenaires, même quelle preuve ils en ont? Ils n'ont pas parlé avec nous. On était même surpris qu'une réunion des chefs d'État de la CEDEAO parle de quelque chose dont on parle dans les journaux seulement, alors qu'il y avait la possibilité d'envoyer une mission s'informer auprès de nous, de saisir notre président, mais tout cela n'a pas été fait. C'est pourquoi on a l'impression, c'est pourquoi je vous dis qu'on a exercé contre le gouvernement un véritable terrorisme diplomatique, médiatique et politique. Alors qu'il n'y a pas eu de discussion avec Wagner. Vous ne connaissez pas Wagner, il n'y a pas eu de discussion. Moi, je ne connais pas de Wagner. Moi, je connais l'État russe, avec lequel nous avons des rapports que tout le monde sait. Et alors, pour passer à l'accord de paix, oui. Vous n'avez jamais caché votre opposition au terme de cet accord. Vous souhaitez le relire, le renégocier.
En le faisant, ne craignez-vous pas que finalement les groupes signataires ressortent les armes? Vous savez, il y a une mauvaise image de moi qu'on a vendue comme étant celui qui est contre l'accord de paix. Il y a trois opinions majeures au Mali. Il y a ceux qui soutiennent l'accord sans condition. Il y a ceux qui sont d'accord avec l'accord, mais son application a des conditions. Et ceux qui le rejettent. Moi, je fais partie de ceux qui disent que l'accord est un accord pour la paix. Donc, un accord de construction de la paix. Ça veut dire qu'il faut passer par des étapes vertueuses qui nous conduisent de l'état de guerre à la paix au fur et à mesure. À partir de quoi on a énoncé dans le préambule que l'intégrité du Mali, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État et l'unité nationale ne sont pas négociables. Or, au début, ceux qui ont pris les armes, qui étaient soutenus par le gouvernement français en 2012, et ça a été officiellement dit, c'est ça qu'ils voulaient. L'accord, donc, a enlevé les prétentions séparatistes, dit unissez-vous, mais réformer la gestion de votre pays. Donc, ce que moi je dis, c'est que lorsqu'on parcourt l'accord, qui a été signé aussi sous la pression, il y a des articles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, dont l'application in extenso, sans discernement, va conduire de facto à créer les conditions de d'autres rébellions qui peuvent éclater à n'importe quelle partie du territoire. Parce que l'accord crée en quelque sorte deux types de citoyens. Et ça peut susciter d'autres rébellions dans d'autres parties du Mali. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai appelé l'application intelligente. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une disposition de l'accord dont la mise en œuvre pratique peut remettre en cause les quatre principes non négociables, il faut s'asseoir en ce moment et se dire cette disposition, si on la met en œuvre, voici ses conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre en œuvre, mais que ça ne touche pas à ces quatre principes-là? C'est ce que j'appelle application intelligente. J'ai dit consensuelle parce qu'aucune partie ne doit s'asseoir pour le faire comme ça. Il faut qu'il y ait des discussions bilatérales entre les parties. Voilà tout. C'est pourquoi on m'a collé l'étiquette de celui qui est contre l'accord. Mais alors on le voit, la CMA n'a pas l'air bien décidée en ce moment à vouloir s'asseoir avec certains membres du gouvernement. Je pense notamment au ministre de la Réconciliation, le colonel Wagué. Concrètement, comment vous allez faire? Est-ce que là, ce n'est pas les armes qui risquent de reprendre? Ça, c'est vous qui me l'apprenez. La CMA ne m'a jamais dit qu'ils ne veulent pas continuer à discuter. Ils ne me l'ont pas dit. Ils l'ont dit, en tout cas, une interview dans la Deutsche Welle, oui, d'un responsable. Bon, peut-être que c'est dans la même veine que la pression politique, médiatique et diplomatique qu'il y a contre nous, parce que la CMA a fait un communiqué où il parle aussi de ce que vous appelez Wagner. Bon, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont pris l'information. Peut-être que c'est quelqu'un qui leur a dit aussi de le dire. La CMA devait être désarmée depuis 2012. Elle n'a jamais été désarmée. Elle défile avec des armes lourdes à chaque année de l'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad. Et à ce défilé assistent les officiers de Barkhane. Allez-y comprendre. Avec des armes lourdes. Cet accord de paix finalement a donné trop de concessions à ces groupes armés signataires. Non, je n'ai pas dit ça. L'accord est écrit, tout le monde sait ce qu'il y a là-dedans. J'ai dit simplement que dans l'accord, il faut l'appliquer de façon intelligente. On ne peut pas le rejeter. On ne peut pas l'appliquer sans discernement. Parce qu'il y a des dispositions, si vous les appliquez sans discernement, il suffira que demain les acteurs changent pour que quelqu'un s'en saisisse pour provoquer une autre rébellion. Donc il faut être sûr que chaque fois qu'on avance, on fait des pauses, on discute, on essaie d'être le plus cohérent possible pour ne pas remettre en cause les principes qui ne sont pas négociables, dont j'ai parlé plus haut. L'unité nationale, la souveraineté, l'intégrité du territoire et la forme laïque et républicaine de l'État. Une question sur notre confrère, le journaliste français Olivier Dubois reste aujourd'hui toujours captif. Est-ce que vous avez de votre côté eu des preuves de vie de ces nouvelles et est-ce que des négociations sont en cours pour essayer de le libérer? À part ce que tout le monde a comme preuve de vie
données il y a quelques semaines, nous n'en avons pas, mais ce que je sais, c'est que notre gouvernement fait tout pour libérer tous les otages. Nous sommes dans des discussions. La dernière, vous avez vu la religieuse colombienne qui a été libérée. C'est notre gouvernement, en relation avec d'autres services, qui ont fait ce travail. Et ce travail, nous le faisons pour tous les otages, y compris Olivier Dubois, que nous connaissons très bien. Moi, il m'a fréquenté, c'est quelqu'un de très agréable. Je crois que c'est une obligation morale même pour notre gouvernement de nous investir autant que nous pouvons pour libérer tous ceux qui ont été pris par les terroristes, surtout lorsque c'est à partir de notre territoire. Il y a un canal qui est ouvert, ça avance. Nous discutons, nous ne pouvons pas dire plus. Je sais que nous sommes en discussion concernant tous les otages. Nous sommes dans des discussions. Alors, une dernière question pour revenir un peu sur la politique nationale. Il y a toute une partie de la classe politique, les présidentiables surtout, qui craignent une sorte de chasse aux sorcières sous couvert de cette lutte anticorruption qui avance de manière quand même assez significative depuis la fin de Pékin, on peut le dire. Qu'est-ce que vous en dites? Non, la réalité, c'est qu'encore une fois, il faut revenir au point de départ. Le point de départ, quand le peuple est sorti, le peuple insurgé disait pas d'élection truquée, réforme politique institutionnelle, lutte contre la corruption et l'impunité, qui sont la cause principale de l'affaiblissement de l'État. C'est quoi? Ce qui tue les citoyens. Vous savez qu'il y a un de vos j'allais dire, un journaliste qui a disparu ici. On sait qu'on l'a tué, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Certains sont arrêtés justement dans cette... Il y a un journaliste qui a disparu simplement parce qu'il écrit des choses qui ne plaisaient pas au fils du président. Mais on n'en parle pas beaucoup. Hein. Le rôle de Karim Keita est avéré dans cette... Non, c'est pas... Moi, je ne dis pas. De toute façon, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il faut qu'il vienne répondre pour prouver que ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, il a été enlevé, torturé, il a disparu au Mali. Mais on n'en parle pas beaucoup. Vous avez ceux qui ont ordonné à une frange des forces spéciales antiterroristes d'aller tirer sur des manifestants à main nue, alors que vous avez la police et la gendarmerie qui ont vocation de maintenir l'ordre. Et vous avez enfin les grands détournements au niveau de l'armée. Je vous donne des exemples. Et que les ambassadeurs des pays occidentaux savent, les gouvernements savent. Un peuple pas très riche, on le classe parmi les pays pauvres, qui serre la ceinture, qui alloue 20 à 25% de son budget pour la sécurité du pays. Je donne un exemple, on sort du budget d'État de l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Au finish, les Maliens voient qu'il y a 2 hélicoptères de seconde main, d'occasion. Où est parti l'argent des 4 hélicoptères et où est parti le surplus qui n'a pas été mis dans les 2 hélicoptères d'occasion qui ont volé quelques mois et se sont arrêtés. Mais ces pays-là savent où est parti cet argent. Vous avez... Ces pays-là, quand vous parlez de ces pays-là, est-ce que vous parlez de la France et sous groupe? Bon, je n'ai pas cité un nom. Je sais qu'il y a des pays qui ont dit ici que la corruption au Mali est telle qu'ils ne recommanderaient jamais à quelqu'un de leur pays d'investir au Mali. Ça a été dit publiquement par un ambassadeur d'un pays européen. Et il est vrai que c'est le jour de son départ. Hein. C'est lorsqu'il a été relevé qu'il l'a dit. C'est en partant dans les médias. Et vous avez des camions de transport, par exemple, qui coûtent sur le marché international environ 40 millions. On les facture à 400 millions de francs CFA. Vous avez des citernes pour transporter le carburant qui coûtent 26, 27 millions. On les facture à 250 à 300 millions. Ces marchés-là existent. Ils ont été signés, l'argent sorti sous l'ancien pouvoir. En quoi, lorsque le nouveau gouvernement, venu dans le contexte d'une insurrection populaire, où on demande la lutte contre la corruption, quand il prend ces dossiers, il les remet à la justice, et que ceux qui ont conclu ces marchés, ceux qui les ont négociés, ceux qui les ont signés, sont convoqués pour répondre, on dit que c'est la chasse aux sorcières. En vérité, la communauté internationale a toujours une analyse, un discours à géométrie variable. La météo change, la tête des dirigeants change, on les diabolise. On passe le temps à nous donner des leçons de bonne gouvernance et de bonne gestion. Un pays qui est en guerre,
lorsque les moyens destinés à la guerre sont